Je m'appelle Jeremy Latta et je suis le directeur des communications et des rapports gouvernementaux chez EACL et j'animerai cette séance. Je suis ici au bureau de EACL avec mes collègues à Ottawa, en Ontario, sur le territoire non cédé des peuples algonquins et anishinaabe qui vivent ici depuis des temps immémoriaux et je suis reconnaissant de la possibilité de travailler ici. Je sais qu'il y a des gens qui se joignent à nous de partout au pays. Je vous invite à réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez. Je vais passer en revue notre ordre du jour, mais avant cela, j'aimerais donner la parole à l'aîné Carl Fontaine qui a accepté d'ouvrir cette séance avec une prière. Je lui donne la parole. Merci beaucoup, Carl Fontaine. Je m'appelle aussi Naogijik, qui veut dire le milieu du ciel. Je suis Ojibwe du Manitoba, sous le traité 1. Et nous avons les laboratoires de Whiteshell qui sont dans notre région. Je voudrais commencer par une prière avec une orientation spirituelle qui est nécessaire au cours de toutes nos réunions. Je vais dire la prière dans ma langue et ensuite je quitterai la réunion après avoir dit la prière, car je dois euh, aller chercher quelqu'un de ma communauté en dehors de ma communauté. Zamenet webe malisit uma imamu pet. Kwek kegu chujise kuma nongom imamu mamu piot mi e bakswen man nongom Germanetu. Ugo e mishum sinanik nukumenanik wabanong shamanong digabe onong giet nong ewi not beijing Scottish webe malisit. Kwek chujise knegego mi e bakswen man nongom. Egin e mamanan inanish gaminat webe malisit. Jim dat is it, Jim de wisen it, Jim mad is it, me give me gweskit en den mama nan. Oh ja, me beksoen nan kegin mat bijin chkot webe man is it. Oh, dus me gweskit in them. Oh, me gwesk. Oh, I just want to interpret it what I said in a little bit, okay? J'aimerais traduire ce que j'ai dit. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais tout d'abord, j'ai reconnu l'existence du Créateur, celui que nous appelons Dieu, et je lui ai demandé d'être avec nous pour nous enseigner, pour nous aimer. Et je lui ai aussi demandé de travailler avec le guide de l'esprit pour les différentes directions des points cardinaux, nord, est, sud et ouest. Et j'ai demandé aussi à la Terre-Mère de nous fournir tout ce dont nous avons besoin, médicaments et nourriture. J'ai vraiment apprécié de pouvoir vous donner cette prière pour ce soir et j'espère que tout se passera bien au cours de votre réunion publique. Chemegwich, je vous remercie et je vais donc maintenant vous quitter. Je vais éteindre mon ordinateur parce que je dois aller chercher quelqu'un. Et je suis sûr que les représentants des LNC me diront ce qui s'est passé, ce qui se sera passé au cours de la réunion. Merci beaucoup, Monsieur l'aîné Fontaine, et conduisez prudemment. Alors, nous commençons notre réunion, comme toujours, avec un brefage de sécurité. Je vous demande de localiser où se trouve votre sortie de sécurité, la sortie d'urgence, qui se trouve pour nous dans cette salle juste à l'arrière. Alors, l'ordre du jour de notre réunion, deux parties. Tout d'abord, nous allons avoir un exposé, différentes remarques de la part des dirigeants de ACL pour parler des résultats et des faits saillants de l'année écoulée. Ces présentations viendront de Jim Burpee, président du conseil d'administration, Fred DeMarca, président et premier dirigeant de ACL, Amy Gottschling, vice-présidente de la science, technologie et surveillance des activités commerciales, Alistair MacDonald, vice-président des classements et gestion des déchets, qui se joint à nous depuis l'Écosse. Donc, merci à
Alistair de se coucher tard pour nous, et puis Kathleen Heppel-Messis, vice-présidente de la surveillance des opérations nucléaires. Donc, ils feront chacun leur exposé avec les faits saillants sur EACL. Et après cela, nous passerons à la deuxième partie de la réunion, c'est-à-dire la période de questions. Nous prendrons des questions de votre part. Vous qui êtes dans l'auditoire, vous pouvez les envoyer par le biais de la plateforme de web diffusion sur laquelle vous nous regardez. Vous pouvez soumettre vos questions en français ou en anglais, comme vous le voulez, et nous ferons de notre mieux pour y répondre. Il se peut que pour les questions plus détaillées ou complexes, nous ne puissions pas y répondre ce soir, mais nous nous engageons à vous fournir une réponse par écrit pour ces questions plus techniques. Et je voudrais mentionner également que nous enregistrons cette réunion. Elle sera placée sur YouTube. Vous recevrez une notification quand cela sera fait. Donc, pour les gens qui ne sont pas avec nous et qui veulent regarder cette réunion sur YouTube, ils peuvent le faire. Et si vous passez du bon temps, si vous aimez cette réunion aujourd'hui, vous pourrez la revoir sur YouTube. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole au président du conseil d'administration, M. Jim Burpee, pour commencer les exposés. Merci, Jeremy. Bonsoir à tous. Permettez-moi de commencer par féliciter l'ensemble de l'équipe de direction, dont beaucoup sont présents ici ce soir. Vous nous dirigez avec confiance et passion dans cette période emballante où le nucléaire n'est plus un sujet dont on parle à mi-mot, mais qui représente bien maintenant une solution à bon nombre de nos préoccupations en matière d'environnement et de santé. Je remercie aussi les employés d'EACL, une petite équipe, mais forte, qui s'efforce de préserver l'avenir nucléaire du Canada pour les longues heures qu'ils consacrent à leur travail. En tant que président du conseil d'administration de EACL, j'aimerais vous expliquer la structure et le rôle du conseil. Tout d'abord, EACL est une société d'État, ce qui signifie qu'elle appartient à la couronne canadienne, mais elle n'a aucun lien de dépendance avec le gouvernement. Et cette autonomie nous permet d'atteindre nos objectifs grâce à des pratiques commerciales et par l'intermédiaire des laboratoires nucléaires canadiens. Le conseil d'administration est composé de 7 membres nommés par le gouvernement du Canada et nous avons ensemble 4 fonctions: fournir une orientation stratégique à l'équipe de direction de ACL, protéger les ressources de l'entreprise, contrôler ses performances et son rendement et rendre compte de ce rendement au Parlement. J'aimerais vous rappeler le mandat de ACL, qui est de favoriser la science et la technologie nucléaire et de protéger l'environnement en s'acquittant des responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs et de déclassement. De mon point de vue de président du conseil d'administration, j'aimerais également souligner ce que je considère comme les points saillants de l'exécution de ce mandat. EACL s'est engagé à assainir les sites contaminés, résultat d'années de recherche et de production de technologies énergétiques propres et de percées médicales vitales, telles que les isotopes médicaux. Pour continuer à inventer, nous devons gérer notre passé de manière sûre et sécuritaire et efficace. Et c'est ce que nous faisons. L'installation de gestion des déchets près de la surface, un élément important de cette réhabilitation, a été lente à démarrer. Mais au début de l'été, la CCSN a tenu une nouvelle série d'audiences sur nos projets et nous attendons maintenant son approbation, donc nous croisons les doigts pour que cette installation puisse être mise en service. À la fin du mois d'octobre dernier, nous avons recouvert le monticule de l'installation de gestion de déchets de Port Granby et nous poursuivons les travaux sur l'installation de Port Hope. Nous avançons sur ce dossier et notre vice-président chargé du déclassement et de la gestion des déchets nous en parlera sous peu. Pour ce qui est de favoriser la science et la technologie nucléaire, c'est une priorité pour nous en ce moment, car nous savons que la bonne gestion des laboratoires nucléaires canadiens est essentielle pour remplir cette partie de notre mandat. Nous sommes au cœur d'un processus rigoureux de renouvellement du contrat de gestion des laboratoires nucléaires canadiens. En 2015, le gouvernement du Canada a pris la décision d'exécuter son mandat dans le domaine nucléaire en adoptant un modèle d'organisme gouvernemental où l'État est propriétaire et exploité par un entrepreneur, OGEE. L'objectif était donc de nous permettre de faire appel à des experts internationaux capables d'intégrer les meilleures pratiques et les approches novatrices afin de réaliser des économies, de procéder efficacement à la remise en état de l'environnement et de continuer à générer de nouvelles idées. Les LNC ont été créés pour gérer et exploiter les sites de EACL. EACL reste propriétaire des sites, des installations, de la propriété intellectuelle et de la responsabilité de l'assainissement de l'environnement et de la gestion des déchets radioactifs. Cet arrangement a bien fonctionné au fil des ans. Il a attiré les meilleurs talents pour nos projets et injecté la rigueur du secteur privé dans nos opérations, nos budgets et nos calendriers. Ce contrat OGEE avec l'entrepreneur
doit être renouvelée et nous avons lancé une procédure d'appel d'offres pour nous assurer que nous disposons des meilleurs dirigeants pour poursuivre la gestion et l'exploitation des LNC. Nous aurons ce nouveau contrat et une direction renouvelée d'ici à 2025. Nous nous assurons d'avoir les bonnes personnes en place. Dans le nucléaire, comme dans toute technologie en évolution, très peu de choses se passent dans le vide. La clé de la science nucléaire est la collaboration, les gens qui se réunissent pour tirer parti de leurs idées respectives. Au cours de l'année écoulée, EACL a réuni des partenaires nationaux et internationaux, des universitaires, des gouvernements et du secteur privé. Nous avons mis en place des protocoles d'entente avec plus d'une demi-douzaine d'établissements universitaires. Nous avons forgé des partenariats avec des entreprises du secteur privé, comme Global First Power, afin de poursuivre notre travail sur les petits réacteurs modulaires, avec l'entreprise allemande ITM Isotope Technologies, afin de produire de l'actinium-225 dans le cadre de nos recherches sur les thérapies alpha ciblées. Et puis, nous avons beaucoup progressé dans le développement de leurs relations avec les nations, les communautés, les organisations autochtones. Et je suis particulièrement fier de souligner la récente entente de relations à long terme que nous avons signée en juin de cette année avec les Algonquins de la Première Nation de Pikwakanagan. L'année a été inventive, productive pour EACL et je serai heureux de répondre aux questions lorsque mes collègues auront terminé leurs exposés. Et je reviens à notre animateur Jeremy. Merci, Jim. Comme vous l'avez mentionné, EACL a mis l'accent sur le développement des nations, des relations avec les communautés autochtones cette année, et c'est sur ce point que le président et premier dirigeant Fred DeMarca aimerait commencer son discours ce soir. Eh bien, merci beaucoup, Jim et Jeremy, et Megwitch à Carl Fontaine pour sa prière d'ouverture. Et oui, c'est exactement par là que je voudrais commencer mon exposé ce soir. Avant de vous parler de l'entente sur les relations à long terme, je dois d'abord vous dire que j'ai beaucoup appris sur les perspectives des Premières Nations depuis mon entrée en fonction il y a presque 3 ans. C'est toujours avec humilité que j'écoute leurs connaissances approfondies de leur territoire traditionnel, de leur riche culture, de leur histoire et de leur connaissance des animaux, des plantes, de l'air et des cours d'eau. Nous sommes sur la voie de la réconciliation et nous progressons sur la voie de la guérison. Nous nous engageons à instaurer la confiance fondée sur la transparence, le respect et le partenariat. Ces valeurs soutiendront la collaboration par le biais d'ententes de relations à long terme, comme celle que Jim a mentionnée avec la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan ou AOPFN, d'après l'acronyme en anglais. Au cours de ces dernières années de conversation, j'ai appris que nous obtenons de meilleurs résultats lorsque les connaissances autochtones complètent la science occidentale. Par exemple, cette entente prévoit la création d'un groupe de travail chargé de mettre en place le programme Neya Wawun ou le programme des gardiens. Il y aura une présence régulière de la Première Nation qui sera assurée sur les sites désignés de ACL, ainsi que d'autres activités et programmes environnementaux, culturels et économiques. La première priorité est de mettre en place un projet pilote sur le site proposé pour l'installation de stockage à proximité de la surface afin d'établir des paramètres de surveillance pour les gardiens pendant toutes les phases du projet proposé. L'objectif est de renforcer les capacités afin d'accroître la participation et de veiller à ce que les connaissances de cette Première Nation soient intégrées dans tous les aspects de notre travail sur le site de Chalk River pour restaurer les terres des laboratoires de Chalk River et, ensemble, bâtir une vision pour l'avenir. Cet effort de réconciliation ne se limite pas à Chalk River. En août, nous avons rencontré le chef de la Première Nation de Saguin, E.J. Fontaine, et plusieurs membres du conseil de bande. Nous les avons écoutés, nous parler de leur histoire et de leurs expériences, en mettant en contexte les intérêts de leur communauté et leurs préoccupations concernant les travaux de déclassement et de restauration du site de laboratoire de Whiteshell. Nous avons également travaillé avec cette Première Nation pour accroître la participation sur place et les activités de surveillance. Et nous avons signé une entente pour soutenir le développement de Nigan Aki, un programme de surveillance de l'environnement mené par la communauté. Et à la mi-septembre, nous avons signé une entente actualisée avec Saguin qui prévoit le financement d'un plan d'action communautaire pour la guérison et la résilience.
Il reste encore beaucoup de travail à accomplir et nous avons encore beaucoup à apprendre les uns des autres, mais nous avons pris un bon départ dans l'établissement de la confiance. Comme Jim l'a mentionné, notre collaboration va plus loin. Elle s'étend jusqu'au nom de la structure la plus récente des laboratoires de Chalk River, le Centre de la collaboration scientifique. Nous l'avons officiellement inauguré le mois dernier et nous sommes très fiers d'ouvrir ses portes pour attirer les meilleurs talents les plus brillants dans les laboratoires de Chalk River. Ce nouveau bâtiment est conçu pour encourager la collaboration, pour créer les conditions propices à l'innovation. Il nous permet d'être ouverts et accueillants aux autres et à leurs idées. Nous avons également donné le coup d'envoi de la phase suivante de la nouvelle vision de Chalk River, avec le Centre de recherche avancée sur les matériaux nucléaires, CRAMN. Une fois terminé, il s'agira de l'une des plus grandes installations de recherche au Canada. Je laisserai à notre vice-présidente des opérations, Kathleen Heppel-Massis, qui prendra la parole dans quelques minutes, le soin de vous donner des détails sur ce bâtiment et sur l'ensemble de l'initiative de revitalisation du site. Considérable pour remettre à neuf les laboratoires de Chalk River, améliorera, améliorera les laboratoires pour en faire un meilleur lieu propice à l'innovation. Cet effort permettra à EACL de continuer à satisfaire son rôle qui est de progresser la recherche fondamentale menée dans un cadre universitaire et la recherche prête à être commercialisée par les entreprises. Souvent, les idées transformationnelles sont laissées de côté lors de cette transition entre un niveau de préparation technologique bas, c'est-à-dire des idées qui ne sont pas tout à fait mûres ou prêtes pour le marché. Et nous essayons de les faire mûrir et de les amener sur le marché. L'une de nos collaborations les plus productives est celle que nous entretenons avec d'autres ministères fédéraux. Nous sommes très fiers du travail réalisé dans le cadre du Programme fédéral de sciences et de technologies nucléaires, ou le STNF. Ces travaux permettent à la science et à la technologie nucléaire de soutenir les principales priorités fédérales dans les domaines de la santé, de l'environnement, de la sûreté, de la sécurité et de l'énergie, tout en maintenant les capacités et l'expertise nécessaires des laboratoires nucléaires canadiens. L'équipe du programme fédéral vient de terminer un atelier de 5 jours destiné à présenter les travaux entrepris au cours de l'année écoulée. L'atelier a réuni environ 800 participants et c'était notre plus gros événement à date et il a couvert un large éventail de sujets directement et indirectement liés à la science et à la technologie nucléaire. Les sujets abordés allaient de l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie non émettrice à la compréhension des implications des rayonnements sur les êtres vivants, en passant par l'examen de nouvelles technologies nucléaires telles que les petits réacteurs modulaires et les solutions de gestion des déchets et des sous-produits des activités liées au nucléaire. Amy Gotchling, notre vice-présidente chargée de la science, de la technologie et de la surveillance des activités commerciales, vous en dira plus sur le programme fédéral et sur la recherche scientifique et technologique que nous menons. J'ai parlé de la revitalisation du campus de Chalk River. J'aimerais insister sur le fait que cette revitalisation s'accompagne d'un nettoyage, d'un assainissement. Nous déclassons, nous remettons en état et nous trouvons des moyens de gérer les déchets. La gestion de l'héritage des déchets radioactifs de notre passé nous permet de nous tourner vers l'avenir. Je l'admets, l'un de nos projets les plus importants, l'installation de gestion des déchets près de la surface, a été un défi. Cette installation est un élément clé de la revitalisation du campus de Chalk River et de notre capacité à nous tourner vers l'avenir. L'installation proposée permettra la remise en état de l'environnement et l'évacuation locale, sécuritaire et à long terme des déchets radioactifs de faible activité actuellement stockés temporairement sur le site. La CSSN a organisé cet été une audience publique qui s'est appuyée sur les audiences publiques qui ont eu lieu l'année dernière. L'objectif de cette dernière audience
était de donner à certains intervenants, notamment 2 communautés des Premières Nations, plus de temps pour étudier la proposition et communiquer leur point de vue. Il s'agit d'un projet complexe et comme je l'ai mentionné, nous nous efforçons d'établir des relations plus solides avec les nations autochtones. Ces audiences ont donc permis d'approfondir les discussions avec ces communautés. L'approbation de l'installation de gestion des déchets près de la surface a été une expérience d'apprentissage pour nous tous. Et je ne doute pas que ce projet sera un succès, car il s'appuie sur l'expérience acquise dans le cadre d'autres grands projets de gestion des déchets que nous avons entrepris avec succès. Par exemple, en octobre dernier, nous avons célébré le recouvrement de l'installation de gestion des déchets de Port Granby, qui présente de nombreuses similitudes avec l'installation de gestion des déchets près de la surface, dans sa conception et dans son envergure. Et nous sommes sur le point d'achever une autre initiative majeure d'assainissement à Port Hope. Quelques années plus tôt, dans le cadre d'une entente entre le Premier ministre Harper et le président Obama, nous avons achevé le rapatriement de 161 kg d'uranium hautement enrichi vers les États-Unis. Pour ce faire, il a fallu transporter le matériel au-delà de la frontière canado-américaine à travers une province et 7 États américains. Un exploit jamais réalisé auparavant, un projet dont la plupart des gens ne se rendaient pas compte qu'il était en cours jusqu'à ce qu'il soit achevé. Il a fallu près d'une décennie de planification méticuleuse et de réflexion innovante pour relever les défis techniques et logistiques, y compris la conception et le développement d'une installation spécialisée pour récupérer et emballer le matériel en toute sécurité. Donc oui, nous savons comment traiter les déchets de toutes sortes. Mais, il faut l'admettre, il arrive que nous ne fassions pas les choses correctement. Les travaux ont été interrompus au début de l'année sur notre site de Whiteshell, au Manitoba, lorsque des lacunes en matière de personnel et de protocoles d'urgence ont été mises en évidence. Je ne suis pas heureux que cela se soit produit, mais je suis satisfait de la rapidité et de la détermination avec lesquelles les LNC ont réagi. Et nous, le nous collectif, les LNC et EACL, nous avons beaucoup appris de cette découverte et nous en sommes ressortis plus forts. Alistair MacDonald, notre vice-président du déclassement et de la gestion des déchets, nous en dira plus sur cette question et sur d'autres aspects de notre mandat d'assainissement de l'environnement. Et pour terminer mes remarques de ce soir, j'aimerais vous rappeler l'une des inventions les plus réussies de ACL et du Canada. Il s'agit du réacteur CANDU. Il s'agit d'un élément important de notre histoire en tant que nation nucléaire de premier rang, mais aussi en tant qu'acteur crucial de l'avenir énergétique propre pour le Canada et pour le monde entier. La technologie CANDU continue d'alimenter l'Ontario avec 60% de son électricité et le Nouveau-Brunswick avec environ un tiers de son électricité. Dans l'ensemble, les CANDU fournissent 15% de l'électricité au Canada. Nous avons 19 réacteurs CANDU en exploitation au Canada et 9 autres réacteurs CANDU en exploitation dans 5 autres pays dans le monde. Les CANDU ont fait preuve d'une performance exceptionnelle. Par exemple, le réacteur Cernavoda 2, un CANDU 6 en exploitation en Roumanie, a été le réacteur le plus performant du monde selon le facteur de capacité pour la décennie se terminant le 31 décembre 2021. Dans les pays qui exploitent à la fois des réacteurs CANDU et des réacteurs qui ne sont pas CANDU, comme la Corée et la Chine, le réacteur CANDU est le plus performant dans ces pays, selon le facteur de capacité moyen sur 10 ans au 31 décembre 2021. La confiance dans la technologie CANDU est grande. Par exemple, OPG et Bruce Power sont à mi-chemin d'un projet de remise à neuf de 10 réacteurs CANDU d'une valeur de 26 milliards de dollars, l'un des plus grands projets d'infrastructure au Canada. Et OPG examine la remise à neuf de 4 autres réacteurs CANDU sur son site de Pickering.
Au total, cela signifie que les CANDU fourniront de l'énergie propre jusque dans les années 2060. Avec la perspective de nouveaux CANDU, nous pourrions voir des CANDU en exploitation au Canada jusqu'à la fin du siècle et même plus tard. La confiance dans les CANDU s'étend au-delà du Canada. Il y a quelques semaines, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il appuierait l'avenir énergétique propre de la Roumanie en mettant à sa disposition jusqu'à 3 milliards de dollars en financement à l'exportation pour la remise à neuf de l'unité 1 de Tchernavoda et la construction de 2 nouveaux réacteurs CANDU qui s'ajouteront au parc déjà impressionnant de Tchernavoda. Nous avons une excellente technologie avec le réacteur CANDU. Cette technologie a fait ses preuves au Canada et à l'étranger. Et elle a des caractéristiques que n'ont pas les autres réacteurs et nous continuons d'investir, nous continuons de l'améliorer. Il s'agit d'une base solide pour un avenir nucléaire fort. Je suis heureux de terminer sur une note aussi positive et je me réjouis de répondre à vos questions. Merci et maintenant je rends la parole à notre animateur, Jeremy Latta. Merci beaucoup, Fred. Et maintenant, je voudrais donner la parole à notre vice-présidente de sciences, technologies et surveillance des activités commerciales, Amy Gotchling. Merci, Fred et Jérémy. Je suis très heureuse que Fred ait terminé son allocution en parlant des réacteurs CANDU, l'apogée de l'innovation nucléaire au Canada, car moi, je suis ici pour parler de notre intention de continuer à stimuler ce genre d'innovation. Nous avons déjà entendu que la collaboration est essentielle et que ACL rassemble les acteurs du secteur nucléaire ici au Canada comme à l'étranger. Nous créons des partenariats partout dans le monde à la recherche d'entreprises et d'organismes de recherche qui développent de nouvelles technologies ambitieuses dans l'intérêt du Canada. Nous pouvons mettre à profit notre expertise pour aider à concrétiser ces technologies chez nous, ici au Canada. Nous mettons fortement l'accent sur les partenariats ici au Canada, car nous faisons partie intégrante de l'industrie nucléaire canadienne et nous accordons une grande importance à ces partenariats stratégiques et à la promotion de l'innovation ensemble ici au Canada. Or, nous voulons aussi attirer des partenaires internationaux qui peuvent apporter des avantages économiques au Canada. Par exemple, nous avons signé un accord avec l'Institut coréen de recherche sur l'énergie atomique pour collaborer dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire, en particulier dans le domaine des petits réacteurs modulaires. Nous avons conclu un partenariat avec Kyoto Fusioneering, une entreprise technologique japonaise visant à accélérer le développement des modalités d'énergie de fusion. L'entreprise allemande ITM s'est jointe à nous pour intensifier la production d'actinium-225, un isotope médical rare et très prometteur pour la lutte contre le cancer grâce à la radioimmunothérapie alpha. Et nous avons conclu un accord de partenariat avec le National Nuclear Laboratory du Royaume-Uni afin de stimuler la collaboration dans les domaines de l'énergie propre, des isotopes médicaux et de la gestion des déchets. Comme vous pouvez le constater, nous avons cherché partout des partenariats susceptibles de stimuler la recherche. Nous construisons un écosystème d'innovation. Comme je l'ai indiqué précédemment, nous nous concentrons également sur la construction de ces écosystèmes avec nos partenaires canadiens. Cette année, nous avons conclu des accords avec des universités et des établissements d'enseignement canadiens. L'Université du Nouveau-Brunswick, l'Université McMaster, l'Université technique de l'Ontario, l'Université d'Ottawa, l'Université Western et l'Université de Waterloo. Et ce n'est pas fini. L'idée est de faire progresser notre recherche collective dans des domaines tels que les sciences de la santé et l'environnement, l'énergie propre et la sûreté et la sécurité nucléaire. Ces relations plus étroites permettront de mobiliser les connaissances, de stimuler l'innovation et de développer la propriété intellectuelle. Ces accords nous permettent d'attirer dans nos laboratoires les chercheurs, ingénieurs et scientifiques nucléaires de demain. Nous assurerons le développement professionnel de la prochaine génération et dans le même temps, nous pourrons partager nos connaissances. Nous construisons une force de frappe dont nous aurons besoin. EACL et les laboratoires nucléaires canadiens deviennent indispensables pour les Canadiens. Notre meilleur indicateur, comme Fred le disait, est le plan de travail fédéral en matière de sciences et de technologie nucléaire.
C'est là que nous rejoignons nos partenaires fédéraux et que nous soutenons les rôles, les responsabilités et les priorités du gouvernement fédéral. Le plan de travail fédéral en matière de sciences et de technologies nucléaires soutient 14 ministères et organismes fédéraux dans les domaines de la santé, de la sûreté et de la sécurité nucléaire, de l'énergie et de l'environnement. Il incombe à EACL de faire partie de cette grande famille fédérale pour élaborer un programme de travail qui réponde à ces besoins. Permettez-moi de vous donner quelques exemples des travaux que nous avons entrepris sous l'égide de ce plan. Nous menons des recherches pour mieux comprendre les effets bénéfiques de faibles doses de rayonnement sur la santé humaine, notamment sur le cancer du côlon. Nous étudions le rôle que joue la toxicité de l'oxygène dans le développement de la cataracte. Cela ne semble pas très nucléaire, mais tout cela est lié au développement de la cataracte dans un vaisseau spatial où les radiations spatiales affectent les niveaux d'oxygène dans l'environnement d'un astronaute. Nous menons des recherches sur la gestion des déchets de la nouvelle génération de réacteurs nucléaires qu'on appelle les petits réacteurs modulaires. Et nous aidons divers ministères à mettre au point les compétences nécessaires à la détection et à la mesure des rayonnements, un aspect essentiel de la sûreté et de la sécurité nucléaire. Ce ne sont là que quelques-uns des projets en cours qui contribuent à soutenir le travail d'autres organismes et ministères du gouvernement du Canada. J'aimerais ajouter, en terminant, que les recherches que nous menons à bien à EACL et au LNC ne sont pas strictement nucléaires. Du moins, pas de la manière dont vous les représentez, réacteurs, uranium et ainsi de suite. Il s'agit aussi d'hydrogène, qui peut être utilisé comme carburant pour les moteurs à combustion, mais difficile à stocker. Nous cherchons donc des moyens de stocker, de gérer l'hydrogène en toute sécurité et sous forme solide à l'intérieur d'un métal. Il s'agit également de fusion, cette source d'énergie potentielle promise depuis longtemps mais pas encore réalisée, qui, comme le nucléaire, ne produit aucun gaz à effet de serre et dispose d'abondantes réserves de combustible tout en ne produisant aucun déchet radioactif. Cette innovation porte également sur la cybersécurité, explorer des solutions pour la protection des centrales nucléaires et d'autres infrastructures critiques. Nous vivons une époque très passionnante et le potentiel de nos travaux à EACL d'avoir un impact sur notre monde est illimité. Je vous remercie de votre attention et je cède de nouveau la parole à notre animateur, Jeremy Latta. Merci, Amy. Et à présent, j'ai le grand plaisir de me déplacer en Écosse virtuellement pour entendre notre vice-président chargé du déclassement et de la gestion des décès, Alistair MacDonald. Alistair, à vous. Merci, Jérémy. Et merci à tous mes collègues qui ont esquissé un tableau préliminaire des tâches que nous entreprenons dans le cadre du portefeuille de gestion de déchets et de déclassement de ACL. Il s'agit d'une vaste responsabilité qui comprend le déclassement du réacteur Gentilly 1 au Québec, du réacteur de l'installation de Whiteshell au Manitoba et de l'installation elle-même, des réacteurs de Douglas Point et de Rolfton, de l'initiative de la région de Port Hope et de Chalk River pour nous aider à revitaliser ces laboratoires et à gérer les anciennes zones de gestion de déchets. La gestion sûre des déchets et le déclassement des structures obsolètes sont souvent considérés comme des aspects négatifs du mandat qui nous a été confié par le gouvernement du Canada. Il ne faut pas oublier, comme le disait Jérémy, que ces matières ont été produites dans le cadre des activités de sciences et de technologies nucléaires des dernières décennies, qui comprenaient par exemple le développement de technologies d'énergie propre comme le réacteur CANDU et la recherche et la production d'isotopes médicaux qui sauvent des vies. Les déchets font inévitablement partie de notre travail et nous devons gérer ces déchets pour préparer l'avenir. C'est exactement pour cette raison que nous avons besoin d'installations de stockage en surface. Ces dépôts de stockage en surface nous fourniront un moyen sûr et efficace de traiter les déchets faiblement radioactifs qui se sont accumulés au fil des décennies. Et ces déchets qui contaminent les sols, les matériaux de construction issus d'activités de démantèlement,
les têtes de serpillère, les vêtements de protection, tous ces déchets doivent être traités. Et ces déchets de faible activité représentent 98% de notre inventaire de déchets. L'obtention de l'autorisation de construction de cette installation contribuera grandement à réduire l'ensemble de notre patrimoine de déchets. Comme cela a été évoqué, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a convoqué une autre audience publique cet été et nous attendons maintenant la décision des commissaires sur ce projet. J'aimerais ajouter que nous sommes heureux de la publication de la stratégie intégrée pour les déchets radioactifs qui a été acceptée par le ministre des Ressources naturelles la semaine dernière. La mise en œuvre de cette stratégie nous permettra de combler les lacunes dans la planification et l'élimination des déchets au Canada. EACL appuie sans réserve cette stratégie et ses recommandations. Et nous sommes prêts à poursuivre nos efforts dis-je, pour que le Canada dispose d'une solution pour les déchets radioactifs de moyenne activité. La poursuite des travaux au laboratoire de Chalk River, eh bien, nous continuons de déclasser un large éventail d'installations et de structures inutilisées en enlevant, en triant et en séparant les matières se trouvant dans ces bâtiments. Nous travaillons aussi efficacement que possible, mais n'oublions pas que nous sommes en train de constituer un inventaire de déchets de faible activité sans disposer pour l'instant d'une solution appropriée pour le long terme. Nous avons également commencé à caractériser certaines des zones contenant une contamination héritée du passé et nous envisageons des options sur la manière dont nous pouvons assainir ces zones. Nous tenons à progresser dans le déclassement de la zone de gestion des déchets B, qui signifie l'assainissement de matériaux stockés dans des tranchées souterraines, des fosses et des trous de tuiles, environ 6 000 au total. Il s'agira de récupérer et de stabiliser les matériaux pour en faire un produit adapté au stockage et à l'élimination ultimement. Nous prévoyons que ce projet nécessitera une évaluation environnementale et sera notre premier projet désigné en vertu de la loi sur l'évaluation des impacts. Nous encourageons les LNC à s'engager rapidement auprès des parties prenantes et des Premières Nations afin de les informer de ce projet, d'en améliorer la compréhension générale et de contribuer à l'élaboration d'une solution pour traiter cette zone de gestion de déchets. À Port Hope, vous pouvez constater que des travaux importants ont été entrepris au cours de l'année écoulée sur plusieurs fronts, le port, Highland Drive et Lions Park, pour n'en nommer que quelques-uns. Je suis heureux d'annoncer que ces travaux sont terminés à proximité des viaducs. J'attends avec impatience que la CCSN et les agences fédérales et organismes fédéraux examinent les propositions des LNC visant à modifier les critères d'assainissement de l'arsenic. Cela nous permettra d'être plus efficaces et efficients et de répondre aux préoccupations des habitants qui disent que nous prenons trop de temps, en particulier lorsqu'il est question d'arsenic. Je suis satisfait des progrès réalisés par les LNC et d'autres fournisseurs à Cambridge, en Ontario, en vue de construire et de tester le système de récupération des déchets des colonnes montantes et des fosses à déchets. Ce système est nécessaire à Whiteshell pour récupérer les déchets à partir d'un plus petit nombre de réservoirs en surface sur ce site. Je dois cependant dire, comme Fred l'évoquait, à quel point nous sommes déçus que les LNC ont découvert plusieurs non-conformités à Whiteshell en matière de formation et de certification de l'équipe de protection contre les incendies ainsi que des lacunes dans l'infrastructure et l'équipement. Toujours sur le site de Whiteshell. Lorsque cela a été révélé, les LNC ont réagi rapidement et ont mis en place des mesures pour remédier à ces domaines de non-conformité. Cela a été un signal d'alarme pour nous tous et les LNC ont examiné un domaine beaucoup plus large et a mis en place des mesures pour minimiser le risque d'une telle situation à l'avenir, et ce, sur tous nos sites. Au réacteur NPD, Nuclear Power Demonstration de Ralton, nous continuons à collaborer avec les nations autochtones afin d'affiner l'évaluation environnementale du projet de démantèlement des structures souterraines. Sur les sites des réacteurs de Douglas Point et de Gentilly, nous procédons actuellement à l'enlèvement des déchets des bâtiments inactifs. Nous avons demandé au LNC d'élaborer des plans pour accélérer le déclassement, l'objectif étant d'achever les deux projets en 2035. Enfin, suite à une recommandation du commissaire à l'environnement et au développement durable, nous avons mis à jour les inventaires de déchets radioactifs détenus par EACL qui sont désormais publiés sur notre site Internet. Cette mise à jour reflète notre capacité croissante à être plus précis dans ces inventaires au fur et à mesure que davantage de zones de déchets sont nettoyées et assainies, et aussi plus transparents et ouverts
dans le cadre des informations publiées. Notre capacité à gérer les déchets radioactifs de manière sûre et efficace ne cesse de s'améliorer, tandis que nous poursuivons nos travaux visant à comprendre le passé et tandis que nos capacités et la main-d'œuvre des LNC et de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement s'accroissent. Nous sommes fiers des travaux qu'ils accomplissent. Merci et de retour à notre animateur, Jérémy. Merci, Alistair. Notre dernière intervention sera prononcée par Kathleen Heppel Macy's, vice-présidente surveillance des opérations nucléaires. Merci beaucoup, Jérémy. Dans le cadre de nos fonctions quotidiennes, mon équipe et moi-même supervisons les activités des LNC liées à l'exécution d'opérations continues, sûres, sécurisées et durables sur le plan environnemental, et nous supervisons la gestion des infrastructures et des actifs. Travailler sur nos sites est vraiment très emballant. Le travail est singulier, diversifié et complexe. Tous les jours, nous sommes confrontés à de nouveaux problèmes, ce qui nous oblige à être sur le qui-vive. De même qu'à tous nos employés et membres du public, que nous pouvons effectuer notre travail de façon sécuritaire et ce, en tout temps. Nos installations nucléaires, de même que les matières nucléaires, doivent être bien gardées et utilisées de façon appropriée. De plus, nous devons nous assurer de bien protéger l'environnement comme il se doit et aussi rencontrer toutes les obligations internationales pour lesquelles le Canada s'est engagé. Our sites are located in some of Nous veillons à ce que les matières et les installations nucléaires soient sécurisées, car nos sites sont dans les plus beaux endroits du monde. Et nos travaux sont effectués dans l'habitat d'une grande variété d'espèces végétales et animales. Dans le cadre de nos activités, nous nous engageons à travailler en harmonie avec l'environnement local, en veillant à la protection de la biodiversité qui habite nos sites, la variété singulière de plantes, d'animaux, d'insectes et de vie aquatique pour les générations futures. EACL supervise et contrôle directement les principaux indicateurs de performance dans les domaines de la santé, de la sécurité, de la sûreté, du développement durable et de l'environnement, avec des progrès notables en matière de sécurité, en particulier en ce qui concerne les statistiques sur les blessures. Au cours des 2 dernières années, les performances des LNC en matière de sécurité dans le domaine des accidents du travail et de gravité des accidents ont été parmi les plus faibles par rapport aux nombreux sites américains similaires de recherche nucléaire et de démantèlement ou de déclassement. Nous avons constaté une amélioration continue du rendement en matière de sécurité dans tous les domaines, dont sécurité industrielle, sécurité nucléaire, radioprotection, santé et bien-être du personnel. Permettez-moi de présenter un exemple de la manière dont les LNC ont atteint de tels rendements. Tous les matins, à 8h30 précises, les LNC organisent un bref caucus matinal pour évoquer tous les événements qui ont pu se produire la veille. Ces événements sont partagés et abordés rapidement afin de veiller à ce que tout le monde soit conscient de risques ou de leçons tirées de l'expérience. En tant qu'invité à un atelier de la Réserve fédérale de New York, axé sur l'amélioration de la culture du risque, j'ai partagé ce rituel, ce caucus matinal. Un journaliste du Financial Times en a parlé et a dit qu'il s'agissait d'une meilleure pratique que le secteur bancaire devrait aussi appliquer afin de construire une culture de risque saine. Lorsque vous obtenez le sceau d'approbation du Times de New York, vous devez être sur la bonne voie. Les LNC s'attachent à renforcer l'engagement du personnel en matière de sécurité, notamment par la création d'une équipe d'excellence en matière de sécurité. Cette équipe crée une fonction visant à mobiliser tous les secteurs du site à tous les niveaux de travail pour mettre la sécurité au premier plan de la prise de décision. Tout récemment, un expert canadien indépendant a réalisé une évaluation innovante de la sécurité psychologique au sein des LNC. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure nos employés se sentent en sécurité lorsqu'ils soulèvent des questions. Et les résultats nous permettront d'éliminer les lacunes de ce domaine. Les LNC ont également accueilli l'Institut mondial de la sécurité nucléaire pour faire une évaluation de la culture de la sécurité. Un autre exemple de la manière dont EACL favorise une bonne culture grâce à son rôle de supervision. Un peu plus tôt, j'évoquais le fait que nous respectons les obligations internationales du Canada. Nous veillons à ce que toutes les matières nucléaires soient comptabilisées, déclarées et vérifiées. À cet égard, l'Agence internationale de l'énergie
atomique, AIEA, inspecte nos sites et valide par des vérifications très rigoureuses que nous respectons ces obligations. L'été dernier, le directeur général adjoint des garanties de l'AIEA, Max Aparo, a visité notre site des LCR et a été impressionné par la bonne exécution de notre processus de contrôle des matières nucléaires. J'en viens à mes autres fonctions, à savoir la surveillance des infrastructures et des actifs. EACL et les LNC disposent d'outils pour veiller à ce que nous ayons un campus durable, que ces bâtiments, laboratoires et autres actifs soient gérés efficacement. Nous avons réalisé des progrès importants dans l'avancement de notre programme de gestion d'actifs conformément à la norme ISO. Cette approche rigoureuse est essentielle pour mieux gérer l'inventaire global des actifs sur la base de facteurs tels que l'âge des actifs, l'évaluation de leur état et leur entretien. Cela nous aide à coordonner des stratégies efficaces d'entretien, de remplacement ou de modernisation des actifs. Une approche structurée comme cela est essentielle pour préparer le prochain plan d'investissement pour la décennie à venir. Grâce à l'investissement de 1,3 milliard de dollars du gouvernement canadien, la revitalisation du site de Chalk River progresse avec des réalisations étonnantes, transformant ce site vieux de plusieurs décennies en un véritable campus de classe mondiale dans le domaine des sciences et de la technologie nucléaire. Je dis que c'est étonnant, que c'est stupéfiant, car toute personne qui connaît l'ancien site serait impressionnée par les changements que nous avons apportés. Nous avons démoli, nous avons amélioré et nous avons construit en neuf. Voici quelques exemples de nos nouvelles constructions. Tout d'abord, le bâtiment Minwamon, qui sert d'entrée aux visiteurs et d'entrepôt logistique. Ce bâtiment présente des caractéristiques uniques en matière de développement durable, notamment le fait qu'il soit construit en bois massif, qui possède des qualités inhérentes de résistance aux incendies, ce qui lui permet de répondre et même de dépasser les normes de sécurité incendie des codes du Code du bâtiment canadien. Et comme je le disais, parfois il les dépasse. Le Science Collaboration Center, le Centre de collaboration pour la science, récemment ouvert, et comme le disait Fred, est conçu comme centrale de planification. Il comprend 44 salles de réunion, une bibliothèque et un théâtre de 200 places. Lui aussi est construit en bois massif. Nous espérons y tenir cette réunion publique l'année prochaine. Et nous espérons vous retrouver en personne l'année prochaine. En décembre dernier, nous avons inauguré les centres de recherche sur les matériaux nucléaires avancés qui accueillera bientôt 23 laboratoires. Il s'agit d'un des plus gros investissements dans l'infrastructure des sciences et des technologies nucléaires au Canada. C'est une période passionnante pour le domaine de la science et de la technologie nucléaire. Nous constatons tous les jours une croissance, une effervescence au campus de Chalk River, de nouvelles technologies d'énergie propres qui sont inventées dans ces nouveaux bâtiments. Nous veillons à ce que la sécurité soit une priorité absolue, qu'elle soit présente dans tout ce que nous faisons et que la culture de la sécurité soit encouragée dans le cadre de nos activités futures. Nos méthodes de travail rigoureuses et innovantes sont véritablement ancrées dans une culture globale qui protège et continuera de protéger les travailleurs, le public et l'environnement. Je vous remercie de votre attention. And Amy and Alistair. Merci beaucoup, Kathleen et Amy et Alistair et Fred et Jim. Cela nous amène à la fin des présentations qui étaient prévues à l'ordre du jour. Je vais maintenant passer à la période de questions. Si vous êtes en ligne et que vous avez une question, vous pouvez la noter dans le clavardage, dans la plateforme, et elle sera mise dans la file. Alors, j'en ai déjà reçu quelques-unes. Première question pour Jim en tant que président du Conseil. Étant donné que nous arrivons à la fin du premier contrat de 10 ans sur le modèle OGEE, est-ce que vous pouvez nous donner votre perspective sur son efficacité, sur la manière dont ça a fonctionné? Rétrospectivement, qu'en pensez-vous? Eh bien, merci, Jeremy. Nous avons entendu des choses exceptionnelles qui ont été faites au cours de l'année écoulée, mais si je réfléchis sur tout ce qui s'est passé depuis 2015,
tout le travail qui a été fait au site de Chalk River, les bâtiments qui ont été remplacés, le renouvellement du site, les travaux à Port Hope, et les membres du conseil étaient d'ailleurs à Port Hope le mois dernier et a constaté que c'était un projet très impressionnant malgré le travail difficile. Et le soutien que nous avons apporté au programme de sciences et technologies nucléaires fédérales, et puis également pour les isotopes. Et on n'aurait pas pu faire tout cela sans ce modèle d'organisme gouvernemental exploité par un entrepreneur. Alors, tout d'abord, il y a l'Alliance nationale pour l'énergie du Canada, l'ANEC, qui est le propriétaire, l'actionnaire principal des laboratoires nucléaires canadiens, qui ont donc un contrat avec les LNC jusqu'à 2025. Et la fonction de l'ANEC, c'est d'apporter les ressources et les capacités ainsi que l'expertise et les ressources humaines pour couvrir des domaines dont on a absolument besoin pour notre travail. Voilà la situation. Mais ça, c'est juste une partie de l'équation. Et l'autre partie de l'équation, c'est EACL et ce que Fred et son équipe ont apporté. Nous voulons nous assurer qu'il y ait une valeur pour le Canada dans le travail qui est fait. C'est en quelque sorte notre mantra, qu'il y ait une valeur dans le travail qui est fait. Il y a un très bon programme de supervision et de surveillance qui est fait. On ne dit pas au LNC quel travail doit être fait, mais on leur dit quel est le résultat qui est escompté. Et ils nous font une proposition sur laquelle nous convenons et ils sont redevables pour arriver au résultat. J'ai vu beaucoup de modèles différents de contrats, de modèles contractuels dans l'histoire. Et je dirais que celui-ci est le plus efficace pour résoudre des problèmes difficiles. Et il s'agit de nouvelles manières d'aborder les problèmes et de trouver des solutions. Et cela fonctionne étant donné la surveillance que nous faisons à EACL. Merci, Jim. Fred, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette performance du modèle OGE alors que nous arrivons au renouvellement du contrat après ces 10 premières années. Eh bien, je dirais que Jim a donné une très bonne réponse concernant le modèle GE. Et je ne le dis pas simplement parce que vous êtes le président du conseil, Jim, mais je crois vraiment que vous avez donné un très bon aperçu. Il y a une ou deux choses que j'aimerais ajouter. Le modèle est assez singulier, assez unique. J'ai travaillé sur des contrats depuis des décennies quand j'avais des fonctions différentes et ce modèle est assez singulier et très efficace. Et pour être efficace, ce modèle doit être empreint d'un sentiment de confiance entre les LNC et EACL. Nous devons nous traiter de manière ouverte et franche, et c'est ça qui nous permet de faire fonctionner ce modèle. Donc l'aspect relationnel à tous les niveaux entre EACL et les LNC est important, ainsi qu'un alignement fort entre les deux organisations. Si par exemple je dis une chose et qu'un de mes VP dit quelque chose de différent, eh bien les LNC seront déroutés. Et donc il s'agit pour nous d'être disciplinés et alignés au sein de notre propre organisation pour s'assurer que ça fonctionne. C'est comme une symphonie bien jouée. Tous les instruments doivent être en harmonie avec les autres pour que ça fonctionne. Et finalement, j'ajouterai à ce qu'a dit Jim pour ce qui a été accompli. Moi, j'ai visité le site de Chalk River pour la première fois en 1981 et j'y suis retourné à plusieurs reprises et je dois dire que le site actuel est remarquable. Et ce changement a été accompli depuis le début de ce modèle OGE ou GOCO, parce que le gouvernement nous a donné un budget sur 10 ans. Il nous a fait confiance. Il nous a donné un investissement de 1,3 milliard de dollars pour revitaliser le site et il nous a donné un excellent modèle, qui est le modèle OGE ou GOCO. Donc,
Voilà pour ce qui est de résumer certaines réflexions concernant les 8 dernières années. Merci beaucoup. Alors, je vais utiliser les privilèges d'animateur pour revenir sur cette question. Cette question portait sur la performance de ce modèle contractuel, mais j'aimerais vous poser une question similaire à vous deux aussi, mais une question plus large sur l'état du secteur. On a entendu dans les présentations qu'on a parlé donc du nucléaire en général au Canada. Il y a beaucoup d'optimisme pour ce secteur. On l'a vu avec l'annonce de l'Ontario d'investir dans les petits réacteurs modulaires et d'installations plus grandes nucléaires. On parle également des investissements fédéraux en Roumanie. Donc, on voit que l'industrie est sur une certaine lancée. Et donc, vous qui avez beaucoup d'expérience dans le secteur du nucléaire, quelles sont vos réflexions sur l'état actuel du nucléaire et est-ce que le Canada va pouvoir profiter des occasions qui semblent se présenter? Jim. Eh bien, je vais commencer par une perspective plus large. Mon expérience est dans le secteur de l'électricité, dans le sens large. Depuis 46 ans, j'étais tout d'abord ingénieur dans une installation, une centrale électrique au charbon en Ontario en 77 et depuis j'ai travaillé sur tous les aspects de génération d'énergie, le nucléaire, l'hydroélectricité, et la gasification de la biomasse. Mais nous n'avons pas le temps d'en parler en détail. L'électricité est un secteur complexe et souvent les gens ne le reconnaissent pas à sa juste mesure, mais le nucléaire lui-même est une technologie très complexe et Fred pourra en parler. Mais l'électricité, depuis de nombreuses années, et en particulier jusqu'aux années 90, était une question de fiabilité à un coût raisonnable. Et puis ensuite, il y a eu les préoccupations liées au changement climatique dont on a commencé à parler au milieu des années 90. Moi, j'en parle depuis 1993. Et donc maintenant, nous sommes dans une situation où on ne veut pas simplement fiabilité à un coût raisonnable, mais il s'agit de complètement transformer les systèmes énergétiques pour arriver à la carboneutralité. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est énorme et ce qui est nécessaire pour y arriver. Et l'électricité ne veut pas compter sur une seule technologie. L'union fait la force et il faut une diversité entre les différentes technologies. Et le rendement du Canada en matière climatique est très solide, non seulement grâce à l'hydroélectricité, mais aussi grâce au nucléaire, en particulier en Ontario et au Nouveau-Brunswick, comme l'a mentionné Fred. On ne peut pas transformer les systèmes énergétiques sans un rôle accru pour le nucléaire. Il faut développer de nouvelles technologies. Ce ne sera pas une seule technologie. Alors Fred, bien sûr, est passionné par le réacteur CANDU et il a raison. C'est une occasion énorme, mais les petits réacteurs modulaires auront un rôle à jouer aussi. Et puis la fusion. Les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte, mais il y a des capacités sur le site de Chalk River qui permet la fusion et de travailler sur différents aspects du tritium. Donc, la transformation énergétique est en cours, elle va continuer. On peut débattre de la cadence, du rythme de la transformation, mais elle requerra le nucléaire, sinon nous n'y arriverons pas. Et cela vient de quelqu'un comme moi qui a acheté son premier véhicule électrique en 2014. J'en suis à mon troisième maintenant. Donc, je suis un grand amateur des véhicules électriques et je suis heureux d'en voir plus sur la route, mais ils ne représentent qu'une petite proportion. Et je dois dire que je continue quand même de brûler du gaz naturel chez moi. Donc, la route vers la carboneutralité est encore longue et l'électricité devra en faire partie. Fred, quelles sont vos réflexions sur le secteur pour revenir à ce qu'a dit Jim, étant donné votre expérience dans le secteur? Eh bien, je dirais que c'est vraiment une période passionnante pour le nucléaire, la plus passionnante depuis que j'ai commencé.
Si je reviens à la période de 1970 à 1993, nous avons mis en place 23 nouveaux réacteurs, 20 en Ontario, 2 au Québec et 1 au Nouveau-Brunswick. Moi, je suis arrivé en 1981, c'était juste au milieu de cette période et j'ai eu la possibilité d'inaugurer le Bruce B et d'autres réacteurs, toute cette variété de réacteurs. Donc, ça a été une période emballante, mais ce n'est pas aussi emballant que maintenant. Cela dit, bon, c'est vrai que tout le monde est passionné. Nous avons accompli beaucoup de choses pour que l'on parle du nucléaire, parce que souvent, on ne parlait pas du nucléaire jusqu'à présent. C'est seulement au cours des 2 dernières années qu'on a commencé à parler du nucléaire et de CANDU à nouveau. Et comme Jim l'a mentionné, les petits réacteurs modulaires sont une partie importante du mix énergétique. Quand on a commencé à parler des grands réacteurs et des petits réacteurs, j'ai dit qu'on avait besoin des deux. Et c'est tout à fait vrai. Il y a différents réacteurs pour différentes applications. Ils jouent chacun leur rôle. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre. Et les réacteurs CANDU nous ont permis d'éviter 25 mégatonnes de CO2 et le Canada produit à peu près 700 mégatonnes de CO2 à chaque année. Donc, ça vous donne une perspective de la contribution du nucléaire pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. Mais je peux vous dire, le grand défi, ça n'a pas été de parler à nouveau du nucléaire, mais c'est d'avoir de nouvelles installations nucléaires. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, quand j'ai parlé de la période de 20 ans où nous avons construit 22 réacteurs, nous avions à l'époque en place une infrastructure significative entre ce que faisait Ontario Hydro avec les exploitants, les ingénieurs, entre ce que faisait EACL pour ce qui était d'élaborer des capacités de sciences et de technologies nucléaires et les différents réacteurs et les conceptions de réacteurs et ce que faisait la chaîne d'approvisionnement et ce que faisait le réseau universitaire. Donc, tout cela ou quelque chose de similaire doit être recréé de manière à ce que nous puissions progresser et arriver à cet emballement ou cette passion qui a été engendrée. Et il faudra donc beaucoup de collaboration entre les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral. C'est ce qui a permis justement au nucléaire de réussir au début. C'était une alliance entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario, exécutée par le biais de Ontario Hydro et EACL. Donc, on a besoin de ce type de partenariat entre les gouvernements, entre les fournisseurs, entre les organisations de services publics. Et quand je compare ce qui se fait au Canada par rapport au reste du monde, nous avons démontré notre capacité à collaborer. J'étais à Paris il y a une semaine à, à une réunion organisée par l'Agence de sécurité nucléaire et il y avait plus d'une vingtaine de pays qui étaient représentés, des PDG du secteur privé et des représentants des gouvernements. Et je peux vous dire que le Canada a brillé parce que nous avons un programme. Nous avons réellement un programme. C'est vrai que nous voyons les défis que nous avons, mais quand on prend un peu de recul et quand on appréhende l'approche que nous avons mise en œuvre, les engagements du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et les développements en matière de technologie et les collaborations dans la chaîne d'approvisionnement, on peut dire que ça a été remarquable, mais il faut continuer sur cette lancée et c'est là le plus grand défi qui se présente à nous. Merci, Jim et Fred. Ça me permet de réfléchir. Moi aussi, j'ai rejoint l'organisation il y a seulement quelques semaines et je vois toute l'expérience et l'expertise qui existent dans cette organisation et je la découvre. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de connaissances et d'expérience. Alors, je vais changer de vitesse et je vais me tourner vers Alistair. Nous avons une question concernant ce que vous avez mentionné dans votre exposé, la stratégie intégrée sur les déchets radioactifs. Qu'est-ce que cette nouvelle stratégie veut dire
pour l'installation de déchets en surface, de stockage de déchets en surface. Oui, comme je l'ai mentionné, cette stratégie sur les déchets radioactifs a été publiée la semaine dernière. Elle a été endossée par le ministre et cela fait partie du plan national sur la gestion à long terme des déchets radioactifs à, à faible activité, à activité moyenne et à activité élevée qui n'a pas trait au combustible. Donc, nous avons des plans en place. Il ne s'agit pas de réinventer la roue avec des projets qui existent déjà. Et je reviendrai sur les deux recommandations dans cette stratégie intégrée. Tout d'abord, pour les activités à niveau moyen et à niveau élevé qui ne sont pas des combustibles, et puis également le deuxième volet pour ce qui est des déchets à faible activité radioactive qui sont stockés donc dans des installations de gestion et de dépôt des déchets près de la surface. Comme je l'ai mentionné, le, le programme qui est proposé par les LNC a été surveillé par la Commission de sûreté nucléaire et c'est basé sur la science et les connaissances autochtones. Et donc, ce projet pourra aller de l'avant s'il est approuvé par la CCSN. Voilà ce que j'ai à dire. Eh bien, puisque nous avons une autre question liée à ce que vous avez dit. Où est-ce qu'on en est pour ce qui est de cette installation de gestion et de stockage des déchets sur le site de Chalk River? Quelles sont les prochaines étapes et que se passe-t-il si la CCSN n'approuve pas le projet? Eh bien, comme Fred le disait, la dernière audience a eu lieu un peu plus tôt cette année, au mois d'août, et les membres de la CCSN délibèrent. On s'attend à ce que les commissaires rendent une décision avant la fin de l'année civile. Il est possible que la commission l'approuve, ne l'approuve pas ou l'approuve avec des conditions, on ne sait pas. Mais évidemment, nous respecterons la décision de la CCSN. Si le projet est refusé, nous allons devoir nous tourner vers d'autres possibilités, d'autres options, mais il nous faudra une installation quelconque. C'est absolument essentiel si l'on doit respecter nos obligations en matière de déchets issus de la production antérieure d'énergie. Merci, Alistair. Nous avons reçu quelques questions concernant Whiteshell. Nous avons entendu parler de Whiteshell pendant les exposés. Alors, je voulais céder la parole à Kathleen pour lui demander à quel point la situation était-elle sérieuse et quelle a été la réaction. Kathleen? Merci beaucoup, Jérémy. Alors, nous avons pris l'incident de Whiteshell très au sérieux. La non-conformité en matière de lutte contre les incendies, que ce soit l'équipement ou le personnel, a été prise au sérieux. La sécurité est toujours notre priorité absolue et cela éclaire tout ce que nous faisons. Il s'agit donc d'un élément fondamental de notre mandat. Toute défaillance en matière de sécurité est inadmissible. Nous avons donc réagi rapidement. Nous avons fait une analyse des causes profondes. Nous avons fait une auto-évaluation. Et donc, ligne par ligne, nous avons garanti que toutes les exigences en matière de protection contre les incendies soient prises en compte et fassent partie du programme de protection contre les incendies. S'agissant de la reprise des opérations au site, cela ne se produira pas jusqu'à ce qu'on soit convaincu que le site est exploité de manière sûre. Par ailleurs, au mois de juin dernier, les LNC ont présenté un exposé exhaustif à la CCSN. Il en a été question pendant un bon moment, mais pour nous, à EACL, évidemment, nous sommes mécontents. Nous allons tirer des leçons de cette expérience et nous allons veiller à ce que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Et nous souhaitons éviter ce genre de problème à l'avenir, certainement en l'indiquant dans nos contrats. Merci. Prochaine question. Celle-ci a été soulevée
Dans les remarques antérieures aussi, on a parlé du fait que EACL a un modèle contractuel. Et donc, la question, et je vais l'adresser à Fred, quand on parle des contrats, combien de temps faut-il pour les réaffecter? Eh bien, nous allons parler du contrat actuel qui court de septembre 2015 à septembre 2025. Nous en sommes donc dans le réapprovisionnement. Oh, ça n'est pas un mot, hein, on l'a inventé, mais ça nous convient. Alors, cette reconduction de notre contrat a été passée la première étape, qui était la manifestation de notre intérêt. La deuxième phase, et nous avons le résultat de la manifestation d'intérêt, cela fait partie de ce que nous faisons dans le cadre du processus contractuel. Ensuite, nous avons demandé une préqualification. Donc, les parties intéressées ont envoyé une soumission afin d'être préqualifiées. Et donc, ce processus est en cours. La phase suivante, dès le mois de mars, il y aura un appel à proposition. Et donc, tout cela sera envoyé aux soumissionnaires retenus, les soumissionnaires qualifiés. Et donc, nous allons évaluer les soumissions que nous recevrons et nous allons faire un choix. Nous nous attendons à faire des choix d'ici le printemps 2025, ce qui donnera quelques mois pour une transition convenable entre les exploitants actuels, les fournisseurs actuels et les personnes qui exploitent les LNC actuellement et la transition vers le prochain soumissionnaire ou soumissionnaire retenu. Et ce soumissionnaire sera en place dès septembre 2025. Merci. Concernant cela, on parle de réapprovisionnement, d'avoir un fournisseur différent éventuellement. Que se passera-t-il si un nouveau soumissionnaire remporte le contrat? Que cela signifie-t-il pour les employés des LNC? Les LNC sont l'entité durable, l'entité pérenne, au-delà de tout intervalle de contrat. Les LNC continueront d'exister telles quelles, comme entité indépendante. La seule chose qui change, c'est les personnes tout en haut qui exploitent l'organisme. Donc, à cet égard, si vous êtes employé des LNC, rien ne changera pour vous le jour avant ou le jour après, mais il y aura une nouvelle équipe de direction. L'intention de cette transition est de garantir que les choses se fassent dans l'ordre, que les choses soient gérées de manière soignée. Merci, Fred. Alors, nous avons une autre question qui s'adresse à Alistair. Une question qui vient dans la boîte de clavardage. Concernant Port Granby et l'installation de dépôts en surface, ou les dépôts en surface, on dit que l'installation de Port Granby n'est pas une installation de stockage en surface. Les dépôts en surface sont censés être pour les dépôts de long terme. Comment peut-on prétendre que Port Granby est une telle installation? Oui. Alors, les installations sont très similaires. La différence est dans les déchets. D'où viennent les déchets? Port Granby, les déchets viennent des activités d'affinage qui ont lieu dans la région, ensuite à une entente entre le gouvernement du Canada et les municipalités à l'époque. Mais l'installation est très similaire à ce qui est proposé à Chalk River. La différence, c'est que les gens ont compris que pour permettre à ce travail de se faire de manière efficace, il faut garder le résultat final en tête. Évidemment, nous souhaitons être transparents avec le public. Lors des audiences, nous avons bien expliqué que le concept de l'installation, c'est
d'avoir une évaluation environnementale pour le stockage de déchets en surface. Du point de vue de l'ingénierie, la conceptualisation des installations est similaire. C'est simplement que chacune des installations gère des déchets différents. Merci, Alistair. Bien, nous allons un peu changer de vitesse. Une question pour Amy qui est prête à répondre. La question est la suivante. Pourquoi EACL ne construit-elle pas des petits réacteurs modulaires à base de ses propres concepts? Merci pour la question. Je l'apprécie beaucoup car cela reconnaît notre historique en matière d'innovation réussie à EACL. Nous avons inventé les réacteurs CANDU, nous les avons déployés. C'est une technologie éprouvée, fiable et qui est sûre. Alors, il s'agit maintenant de comprendre que c'est un atout formidable pour le Canada. Cela crée des emplois, les entreprises y travaillent tout au long de son cycle de vie, donc c'est un excellent placement. Il faut se rappeler que les PRM n'en sont pas arrivés au même degré de maturité. Évidemment, avec les changements climatiques, nous devons accélérer le pas parce qu'on ne peut pas négocier avec le temps. Alors, si on regarde nos fonctions actuelles comme laboratoires nationaux et qu'on se demande quel est notre mandat est de faire évoluer l'innovation nucléaire pour tout le Canada. Étant donné que c'est une course contre la montre, cela signifie qu'il faudra peut-être se tourner vers des technologies qui ne sont pas faites au Canada. Peut-on, dans ce cas, créer des partenariats? Peut-on rapatrier ces technologies au Canada? L'adapter ici tout en tirant tous les éléments qui servent nos objectifs. Cela dit, dans votre question, je lis que nous avons peut-être des technologies ici pour les petits réacteurs modulaires. C'est le cas. Ça a été inventé dans les années 80. À l'heure actuelle, nous examinons cette technologie, nous examinons la propriété intellectuelle, nous l'évaluons pour déterminer si effectivement nous avons une solution commercialisable. La question est à voir comment obtenir les bons partenaires. Qui seront ces partenaires et comment conclure ce partenariat? Merci pour la question. Merci, Amy. De nouveau vers vous, Fred. Une question. Je crois que vous en avez un peu parlé dans vos remarques, mais quoi qu'il en soit, comment EACL mobilise-t-elle les populations autochtones, surtout des Premières Nations? Oui, j'en ai quand même parlé beaucoup dans mes remarques préparées, mais je vais tâcher d'étoffer un peu. J'ai parlé d'une entente de relation à long terme avec les Premières Nations, mais permettez-moi d'étoffer. L'entente, l'accord établit des principes directeurs qui permettent de décrire quels seront nos rapports, quels seront le cadre entourant nos rapports. Mais au final, c'est ce que l'on fait qui compte et comment on travaille avec l'autre. Et donc, un élément important en ce qui me concerne, pour moi et mon équipe, c'est de tisser des relations, de discuter, de comprendre les valeurs, ce qui compte pour les Premières Nations. Il s'agit de ne pas présumer que nous savons ce qui compte le plus pour les Premières Nations. Et nous avons beaucoup à apprendre et nous apprenons au fil de nos conversations avec les Premières Nations. Rien n'est plus important dans ce contexte que de parler entre dirigeants, parler à tous les niveaux pour garantir que l'on se comprenne l'un l'autre. Une fois que c'est fait, on peut effectivement tisser des liens durables et donner une vie à ces accords. Et nous le faisons avec diverses collectivités. J'ai parlé des Algonquins, de la nation Saugeen, mais il y en a d'autres. Vous avez parlé de Port Granby. À Port Granby, nous discutons avec d'autres Premières Nations qui veulent savoir quel est l'avenir de ce site et qu'est-ce qu'on prévoit comme usage du territoire. Et toutes ces Premières Nations ont des besoins, des attentes différentes. La relation avec le territoire est différente, le site est différent. Donc, il est important pour nous de s'adapter à ces différences et de veiller à créer des relations véritables qui permettront de faire avancer nos partenariats.
avec les communautés autochtones locales. Merci, Fred. La nature de ces relations est définie par les exigences, les besoins singuliers de chacun des sites, des parties. On ne peut pas appliquer une approche unique à tous les cas. Merci. Alors, la prochaine question s'adresse à Kathleen. Kathleen, vous évoquiez l'Agence d'énergie atomique internationale et son rôle dans la sécurité de nos sites. Je me demandais, est-ce que vous pourriez parler de ce que cela représente en pratique? Que fait cette agence d'énergie atomique internationale? Que fait-elle ici au Canada? Merci pour la question. Permettez-moi de décortiquer un peu la question. Vous évoquez la santé, la sécurité, la sûreté et la sécurité. Alors, quand on pense à la sûreté et la sécurité, évidemment, les inspections ne sont pas faites par les autorités internationales, mais bien par les autorités nationales. S'agissant des garanties, les garanties, bon, bah, évidemment, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a un rôle à jouer, mais l'Agence internationale fait des inspections. Le traité de non-prolifération, dont le Canada est signataire, parmi l'un des premiers signataires dans les années 70, comprend un accord de garantie et un protocole supplémentaire depuis 2004, ce qui signifie que nous ouvrons nos installations, nous accueillons l'agence internationale pour qu'elle fasse des inspections, pour veiller à ce que aucun processus, aucune activité, aucun matériel nucléaire ne contribue à la prolifération. C'est ce que cela signifie. Le Canada a accepté le protocole supplémentaire de sorte que nous devons comptabiliser chaque petit élément nucléaire. Nous en rendons compte auprès de l'Agence internationale et elle garantit que nos vérifications sont authentiques. Elle vient vérifier sur place. Et je devrais également ajouter qu'une nouvelle activité a été reprise par cette agence, à savoir une approche étatique révisée, qui signifie qu'il y a maintenant une surveillance à distance pour donner à l'Agence internationale un meilleur niveau de confiance. Et les LNC au Canada sont les tout premiers à mettre en place cette approche et on constate que la vérification à distance est très bénéfique. Donc, c'est le rôle principal de l'Agence internationale. Merci. Merci à vous, Kathleen. La dernière question, s'il y en a d'autres dans la boîte de clavardage, vous pourrez me le signaler, mais sinon, je vais demander à Amy de reprendre place au micro. Amy, vous avez parlé de recherche et de partenariat avec les universités canadiennes et on se demande, est-ce que vous pensez à un élément du continuum de recherche? Par exemple, est-ce que EACL s'intéresse à la recherche élémentaire, appliquée, commercialisation, enfin, où en sommes-nous? Merci. Rappelez-vous que EACL touche tout le continuum. Alors, nous faisons des recherches fondamentales, mais nous avons aussi pour objet de commercialiser les technologies éprouvées. Donc, nous pouvons jouer un rôle à tous les niveaux. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des partenariats avec les universités du point de vue de la découverte, mais aussi parce que les universités peuvent créer, nous aider à créer de la propriété intellectuelle. Les collèges sont également des partenaires importants car eux font de la recherche appliquée, c'est-à-dire l'apprentissage pratico-pratique. Et ces collèges sont très étroitement liés à la main-d'œuvre. Et ce qu'il nous faut, et ça, c'est pour l'université et les collèges, c'est le renforcement du vivier de talents. Il y a donc divers domaines dans lesquels nous souhaitons travailler avec les universités et les collèges. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous souhaitons créer des partenariats au niveau institutionnel. Que cela signifie-t-il? Cela ne signifie pas qu'on travaille avec le département du génie de l'université, c'est-à-dire qu'on souhaite mettre à profit à l'ensemble de l'université, car le nucléaire signifie ingénierie, mathématiques, physique, chimie, biologie, RH, TI, tout. Il faut donc
créer des partenariats à l'échelle de l'université ou du collège afin de mettre à profit tout ce que peut nous offrir cet établissement d'enseignement dans le domaine nucléaire pour que l'on puisse relever tous les défis auxquels on sera confronté tandis qu'on déploiera davantage d'énergie nucléaire au Canada. Merci pour la question. Merci à vous, Amy. Merci beaucoup. Et merci à tous et toutes. Il est quasi 20h30. Nous avons épuisé toutes les questions que nous avions reçues. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Merci pour les excellentes questions. Avant qu'on ne se quitte, j'aimerais de nouveau céder la parole à Jim puis Fred pour leurs ultimes remarques, pour résumer ce que vous avez entendu, tout ce qui vous vient à l'esprit. À vous. Merci, Jérémy. Deux choses me viennent à l'esprit. D'abord, Fred et moi en parlons beaucoup. Il se passe beaucoup de choses formidables. C'est un moment passionnant pour nous, EACL, mais pour le secteur aussi. Et je suis vraiment impressionnée par Fred et son équipe et tout ce que fait le personnel de ACL et les réponses. Et d'ailleurs, l'éventail de questions qui nous a été envoyé, les gens comprennent, ils ont vraiment une compréhension très fine de ce que nous faisons. Et je pense que cela est très avantageux pour EACL. Et donc, je souhaite vous remercier pour toutes vos contributions depuis un an. Et comme toujours, on se réjouit de vous retrouver à l'avenir et de répondre à de nouvelles questions. Alors, mais Jérémy, merci. Vous avez fait un excellent travail d'animation. Merci. Ça me plaît, les fleurs. Bon, c'est ce que on s'attendait à ce que vous disiez. Il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Fred, à vous. Oui, eh bien d'abord, merci. Merci, Jim. Au nom de toute l'équipe de ACL, nous valorisons beaucoup votre confiance et nous apprécions beaucoup vos lumières, l'orientation du conseil d'administration. Cela nous rend tous beaucoup plus forts. En terminant, je souhaite simplement dire, étant donné que je suis dans l'industrie nucléaire depuis très longtemps, je suis vraiment très fière de ce qu'a construit le Canada en matière nucléaire. Comme Canadiens, nous en parlons trop peu de nos réalisations dans ce domaine. C'est absolument époustouflant. Vous savez, nous parlons d'être une nation de premier niveau en matière de production nucléaire. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que nous avons une force de frappe dans tous les aspects du nucléaire, du secteur minier à la recherche et au développement, en passant par la recherche universitaire, la chaîne d'approvisionnement, jusqu'à la construction de la technologie, la gestion des déchets et son élimination finale. Nous avons tout. Combien de pays peuvent se targuer d'avoir une telle un tel bilan? Il n'y a que 6 pays dans le monde qui exportent des réacteurs nucléaires et nous sommes parmi ces 6 pays. Alors, je suis très fière de notre passé, mais ce qui me rend encore plus fière, c'est ce que nous réalisons maintenant. C'est réalisé dans les laboratoires, c'est réalisé aussi dans l'industrie nucléaire, plus généralement, par l'entremise des services publics, de la recherche universitaire et de la chaîne d'approvisionnement. J'espère que vous me rejoignez dans cette fierté et que vous savez que nous avons beaucoup fait et que nous avons le potentiel d'en faire encore bien plus, non seulement pour le Canada, mais en exportant la technologie nucléaire pour la planète tout entière, pour l'énergie comme la santé. Sur ce, merci Jérémy, vous avez fait un excellent travail. Je souhaite remercier Alistair. Il est probablement 2 heures du matin en Écosse. Merci d'avoir été des nôtres et merci à l'excellente équipe de ACL et des LNC. Merci Fred. Alistair a reçu beaucoup de questions et il ne s'est pas endormi. Il a fait un travail brillant. Toute blague à part, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous avons beaucoup apprécié les conversations, la possibilité de discuter avec vous. Et d'ailleurs, concernant les conversations, notre site Internet eacl.ca est un endroit où vous trouverez davantage de renseignements. Nous avons beaucoup de renseignements sur nos projets, nos rapports.
Par ailleurs, si vous voulez communiquer avec nous, vous trouverez des coordonnées pour nous contacter. D'ailleurs, mon équipe responsable des questions m'a dit qu'il y a des questions un peu plus détaillées, un peu plus longues. Nous allons y répondre par écrit. Alors, si vous avez posé une question qu'on n'y a pas répondu, ne craignez rien, nous vous répondrons. Nous sommes tout à fait engagés à répondre à toutes les questions, nous le ferons. Et comme je le disais un peu plus tôt, nous allons afficher les archives de cette séance sur YouTube. Alors, si vous avez trouvé que cet événement était intéressant, qu'il vaut la peine d'être partagé, partagez-le, diffusez-le dans votre réseau. Voilà qui met fin à notre programmation pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres et passez une excellente fin de soirée. Merci.